Le point numéro 12 était le ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire 2027-2030 du CIG. Le point numéro 13 était la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction de l'école maternelle Marie Curie, attribution et autorisation de signature du marché de maîtrise d'œuvre. Le point numéro 14 était la nouvelle dénomination d'un bâtiment communal. Et le point numéro 15 était le renouvellement de la convention relative à l'établissement du dossier CNRACL par le Centre interdépartemental de la gestion de la Grande Couronne. Y a-t-il des questions ? Oui. Là, c'est mieux, là, ou pas? Je sais qu'il y a des retours qui sont mis, là, et je suis étonné, il y a des retours un peu bizarres, entre autres sur les logements sociaux, où on Quelle note page? la page 7 sur 19. C'est-à-dire? Alors, monsieur Marc Ferraud, conseiller municipal, note l'erreur du nombre de logements sociaux sur le rapport, de 22 logements puis de 14 logements. On donne l'impression qu'on passe de 22 à 14. C'est l'inverse, je suis d'accord. On est d'accord. On est d'accord, ok. Oui. J'ai relu la phrase C'est bien, non mais c'est bien. une fois. Bien Gaëtan. Ah, et puis un autre point, mais bon là, limite, c'est moi qui n'ai peut-être pas compris, j'ai peut-être pas embêté Michel ce jour-là, sur les recettes qui étaient liées aux antennes. Page 12 sur 19, toujours. Et où là, moi j'ai compris que c'était 10 000 euros, enfin 10 000 euros par antenne, la recette, ou 19 000 19 000, oui. par antenne. C'est pas mis. On a l'impression qu'il n'y a que 19 000. C'est une précision, ça change beaucoup. Enfin, Il y en a deux. voilà, c'était un petit. C'est tout, hein, voilà. Ok, merci. Donc on fera la modif sur les 14-22, dans le bon, se promettre dans le bon sens. Bien, donc les affaires reprennent. Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Oui. Qui s'abstient? Oui, il faut lever les mains pour les pouvoirs. En France qu'on se rend pour ce problème. On peut le faire différemment. Oui. Bonsoir Arnaud. Qui vote pour? Merci. Les décisions. Il y en a eu un certain nombre. Donc la décision numéro 41, décision du lauréat de concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de l'école maternelle, donc c'est l'agence Fébraire et Rousseau. Le point numéro 42, donc c'est la création d'une registre d'avance sur les dépenses communales. Le point numéro 43, c'est un contrat de diagnostic performance énergétique pour la maison médicale. Le point numéro 44, c'est la convention financière fonds de concours GPSO, préfibrage de la maison médicale, amélioration thermique pour l'ensemble des bâtiments SARI et parc sport et santé intergénérationnel de la ZAC des Marronniers. Montant du fonds de concours. Montant du fonds de concours 146 902,75 et montant prévisionnel des travaux 410 000 euros. Le point numéro 45, c'est le contrat d'animation d'un atelier d'art plastique, peinture sur porcelaine, le samedi 18 octobre 2025, à la bibliothèque, 300 euros. Le point numéro 46, c'est l'avenant 4 du lot 8 de plâtrerie, peinture, menuiserie intérieure, faux plafond, mobilier signalétique du marché de construction de la maison médicale, 14 263,60 €, donc ce qui porte le marché à 546 965,70 hors taxes. Le point numéro 47, c'est le contrat de contrôle technique de construction pour la réhabilitation des fenêtres de la Martinière. Donc le montant prévisionnel est 3 240 €. Le numéro 48,
contrat de coordination, sécurité et protection de la santé, réhabilitation des fenêtres de la Martinière pour 1 900 €. Ça, ce sont des obligations dans les dossiers. Le point numéro 49, contrat de diagnostic amiante plomb avant travaux, réhabilitation des fenêtres de la Martinière pour 800 €. Et de 19 880 €. Le point numéro 51, c'est le marché de travaux pour l'aménagement d'une plaine de sport et de santé intergénérationnelle. Donc là, c'est le lot numéro 1 VRD de 83 740,34 €. Le point numéro 52, c'est le contrat de maintenance pour l'ascenseur Orona de la maison médicale, donc 1 826 € hors taxe sur 5 ans. Le point numéro 53, c'est le contrat Orange Flexible Internet pour la maison médicale pour 362 €, montant mensuel. Le point numéro 54, c'est l'avenant 3 du lot 6 CVC plomberie du marché construction d'une maison médicale, une plus-value relative à la récupération à l'aide d'une machine du fluide frigorigène de l'installation existante, fourniture et pose d'une unité terminale type mural, fourniture et pose d'un réseau d'évacuation des condensats en tube PVC, réinjection du gaz frigorigène. Donc 2140,58 €. Le point numéro 55, hors taxe toujours. Le point numéro 55, c'est l'objet avenant 3 du lot 9 revêtement du sol faïence du marché construction d'une maison médicale. Une plus-value relative à l'ajout d'un siphon dans le local technique, qui comprenait aussi la dépose et la 362 € hors taxe correspondant à l'ensemble des prestations relatives au flexible Internet de la maison médicale. Le point numéro 58, c'est la prestation d'entretien de l'entreprise 2JL, maison médicale, montant pour un passage de 2 fois par semaine, 670 € hors taxe. Si éventuellement c'est 3 fois par semaine, c'est 850. 4 fois, c'est 950 € hors taxe. Et 5 fois, c'est 1140 € hors taxe. Derrière. On a bientôt fini. Donc le point 59, la décision est abrogée. Le point 60, c'est un contrat d'entretien et maintenance de climatisation, ventilation avec les Climambert pour la maison médicale de 4 800 € hors taxe. Le point numéro 61, c'est le spectacle de fin d'année du 11 janvier 2026, c'est pas 2025, je ne sais pas si ça a été corrigé. Oui, très bien. Donc d'un montant de 1500 € TTC, donc TVA non applicable. Le point numéro 62, c'est un report. Le point numéro 63, c'est la décision avenant 2 du lot 7 électricité marché maison médicale. Une moins-value de 1079 € hors taxe portant le marché à 189 277,51 €, soit une augmentation de 0,59%. Le point numéro 64, c'est l'étude de faisabilité géothermique du projet d'école maternelle Marie Curie pour un montant de 10 000 € hors taxe. Vous remarquerez que nous n'avons pas chômé sur la période. Y a-t-il des questions, non? Les dépenses qui sont liées à la maison médicale, là, ils vont dans un... Vous avez expliqué la dernière fois, si j'ai bien écouté, aller dans un budget à annexe, part. maison médicale. D'accord. Avec les recettes qui vont venir des loyers, etc. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on aura un focus sur les... Oui. Sur ce budget-là. Oui, bien sûr. D'accord. Pas tout de suite, mais... Non, mais je sais bien, par l'année prochaine. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Je pense que ce sera à fin de l'année 2026, quoi, qu'on saura exactement entre les... Si on a l'équilibre ou pas. Ah non, mais l'équilibre, c'est même pas une question. On est plus qu'à l'équilibre. Oui, enfin, je sais, oui. Non, mais sans souci. D'accord. Sans souci. Et donc, Linda, nous avons un dentiste qui vient d'arriver. Hein. Voilà. Donc je l'ai reçu samedi matin, donc nous avons visité et il est très intéressé. Il travaille à l'heure actuelle dans deux cabinets dentaires, hein, un à Plaisir et le deuxième à Magnanville. Pour l'instant, il est employé quand même. Il n'est pas à son compte. Bien, le point numéro 1. Donc,
Patrice. Budget principal 2026. Autorisation de dépenses, section d'investissement. L'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales précise que la liquidation des dépenses de fonctionnement et le recouvrement des créances ne peuvent se faire que jusqu'à concurrence du montant des crédits ouverts l'année précédente. Lorsque le budget de l'année N n'est pas voté avant le 1er 20 janvier de cette même année, ce même article prévoit que dans les mêmes circonstances, l'exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur autorisation du conseil municipal, dans la limite du quart des crédits ouverts l'année précédente, après autorisation de l'Assemblée délibérante. Dans ce cas, donc, chapitre 20, immobilisation incorporelle, les crédits alloués au BP 2025 s'établissaient à 17 628,82. Un quart de cette somme représente 4 407,21. Chapitre 21, l'immobilisation corporelle, 1 15 045,51 €. Un quart de cette somme représente 253 761,38 €. Chapitre 23, immobilisation en cours, 1 227 549,55 €. Donc un quart de ce montant, 306 887,39. Ainsi, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater des dépenses réelles d'investissement dans la limite du quart des budgets alloués en 2025, et ce jusqu'au vote du budget primitif 2026. Donc rien de nouveau, c'est ce que l'on vote tous les ans. C'est habituel. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous allons passer... J'ai une question, parce que je devrais connaître la réponse, mais au cas où. Le vote du budget primitif 2026, il aura lieu quand? Au mois d'avril. Oui. Avril. Donc, pas d'autres questions. Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 3 ou 4? Quatre. Ok. Merci. Donc, abstention. Qui vote pour? Merci. Donc, le point numéro 2, la commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise du 23 septembre 2025 relative au transfert des compétences, création et gestion, extension des crématoriums et membres du syndicat de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine, adoption du rapport. Donc le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise du 28 novembre 2024 a pris acte du transfert de la compétence création, gestion et extension des crématoriums à la communauté urbaine à compter du 1er janvier 2025. Ce transfert de compétences a eu pour conséquence le transfert du crématorium des Mureaux et de l'intégrité de son terrain d'assiette. Le conseil communautaire du 13 février 2025 a approuvé le transfert de compétences membre du syndicat de gestion de la base de loisirs de Val-de-Seine exercé par la commune des Mureaux au bénéfice de la communauté urbaine à compter du 1er juillet 2025. Conformément à l'article 1609 du Code général des impôts, la commission locale d'évaluation des charges transférées, ce qu'on appelle communément la CLECT, doit remettre dans le délai de 9 mois suivant le transfert de compétences un rapport évaluant le coût net des charges transférées, soit avant le 30 septembre 2025. La CLECT s'est réunie le 23 septembre, évaluer le coût annuel des charges transférées de la commune des Mureaux vers la communauté urbaine à la somme de 45 779,23 € pour la compétence création, gestion et extension des crématoriums. Évaluer aussi le coût annuel des charges transférées de la commune des Mureaux vers la communauté urbaine à la somme de 86 359,25 € pour la compétence membre du syndicat de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine.
appliquer ces évaluations dans le calcul des attributions de compensation de la commune des Mureaux à compter de l'année civile 2025, la compétence relative à la base de loisirs du Val-de-Seine ayant été transférée au 1er juillet 2025. Elle sera, pour l'année concernée, évaluée à 50% du montant annuel. Ces éléments ont été intégrés dans un rapport qui est transmis par le président de la CLECT à chaque commune membre de la communauté urbaine, qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de 3 mois suivant sa transmission. Il est également transmis aux membres du conseil communautaire. Les conditions requises pour le rapport de CLECT soient approuvées sont la majorité qualifiée des 2/3 des communes, représentant 50% de la population, ou inversement, 50% des communes représentant les 2/3 de la population. Voilà, donc il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le rapport de CLECT du 23 septembre. Y a-t-il des questions? Je voudrais juste savoir par qui était gérée la base de loisirs jusqu'à présent. La base de loisirs a été gérée par la commune des Mureaux, par la région et la commune de Verneuil. Okay. C'est un syndicat, oui. Oui, c'est un syndicat. Oui. Oui. Et du coup, maintenant, ça serait que la communauté urbaine, si je comprends bien. C'est la communauté urbaine qui siège à la place des Mureaux. Voilà. Ok. Mais il y a plusieurs intervenants dans la... Et la présidente de la base de loisirs, c'est une vice-présidente de la communauté urbaine, c'est Fabienne Devez. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ah. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Donc. Pour les deux contre, donc ça fait 3 contre. 3 contre et une abstention. D'accord. Donc, qui vote pour? Il n'y a pas d'abstention dans l'équipe. Non. Michel. Transfert de propriété d'un poste de refoulement. Voilà, transfert de propriété d'un poste de refoulement à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Conformément à l'article L5... Excusez-moi, je suis désolée de vous interrompre. Est-ce qu'on peut refaire le vote parce qu'on a oublié un pouvoir? Donc, alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, qui vote pour? D'accord, c'est bon. Ok. Donc, Michel, tu peux reprendre. Voilà. Donc, conformément à l'article L5215-20 du Code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, créée au 1er janvier 2016, est compétente depuis cette date pour la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. L'article L5215-28 du Code général des collectivités territoriales dispose que les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine dès son institution. Ce même article prévoit que le transfert définitif de propriété, ainsi que les droits et obligations attachés aux biens transférés, est opéré par accord amiable entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cadre, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a entrepris un travail de régularisation des transferts de propriété des biens nécessaires à l'exercice de ses compétences, notamment en matière d'eau et d'assainissement. L'exercice de la compétence assainissement emporte ainsi le transfert de plein droit du poste de refoulement situé sur la parcelle cadastrée en section AN numéro 380 sur le territoire de la commune. La régularisation à titre amiable de transfert de propriété de l'emprise du poste de refoulement tel que délimité dans le plan annexé correspondant au lot AN 380A de la commune, de la communauté
de la commune à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise est donc nécessaire afin que cette dernière puisse pleinement exercer l'ensemble de ses compétences en matière de gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le transfert de propriété du poste de refoulement situé sur la parcelle cadastrée AN 380 à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents qui seraient rendus nécessaires par l'application des dispositions de la présente délibération. Bien. Vous avez le plan en annexe, donc la parcelle, le lot représente donc 124 mètres carrés, c'est le lot 380A. Bon, c'est la station d'épuration qui se trouve derrière Marcel Cuche. Ouais, chemin des Clos Enfin, en fait. station d'épuration. Voilà. Bien, y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 4, c'est la modification du tableau des emplois et des effectifs et de l'organigramme de la collectivité. Suppression des postes d'adjoints aux responsables du CTM, d'agents d'entretien à temps non complet et d'ATSEM. Création de postes d'agents polyvalents du bâtiment, d'agents d'entretien à temps complet, d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM. Dans le cadre de la mise à jour du tableau des emplois et des effectifs, alors je précise que cette délibération est passée la semaine dernière au CST. Dans le cadre de la mise à jour du tableau des emplois et des effectifs et de l'organigramme de la collectivité, une analyse de l'organisation actuelle des services et des effectifs a été réalisée. D'une part, cette analyse met en évidence que le poste d'adjoint responsable du centre technique municipal, tel qu'il avait été initialement positionné, ne correspond plus aux besoins réels et aux missions effectivement exercées au sein de la collectivité. En revanche, les services disposent d'un besoin constant en intervention de maintenance, de réparation courante et de travaux de petite envergure sur les bâtiments communaux. Enfin, afin d'ajuster l'organigramme à la réalité du fonctionnement des services, il est donc proposé de supprimer le poste d'adjoint au responsable du CTM et de créer un poste d'agent polyvalent du bâtiment correspondant aux missions réellement exercées. Cette modification permet d'assurer une cohérence entre les besoins opérationnels et la structure des emplois, de clarifier les missions techniques indispensables au maintien des bâtiments communaux et de garantir une meilleure lisibilité de l'organisation interne. D'autre part, cette analyse fait apparaître également que pour assurer l'entretien des bâtiments communaux, un poste d'agent d'entretien à temps non complet est créé au tableau des emplois et des effectifs pour répondre en partie à ces besoins. Toutefois, l'évolution du service, l'augmentation des surfaces à nettoyer et la nécessité d'une organisation plus homogène du temps de travail rendent ce poste insuffisant pour assurer une couverture optimale des missions. Afin d'ajuster le temps de travail à la réalité du fonctionnement des services, il est proposé la suppression d'un poste d'agent d'entretien à temps non complet, devenu inadapté aux besoins actuels du service, et la création d'un poste d'agent d'entretien à temps complet, permettant d'assurer une continuité et une cohérence du service public d'entretien. Cette notification du tableau des effectifs vise à renforcer la qualité du service rendu et à optimiser l'organisation interne. De plus, 7 emplois d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ATSEM sont actuellement créés au tableau des emplois et des effectifs. Et afin de répondre aux besoins d'organisation du service et de garantir la qualité du service rendu dans les écoles maternelles, il est proposé de supprimer un poste d'ATSEM et de créer un poste d'ATSEM référent. Cette adaptation vise à mieux structurer le service, à créer des missions de coordination et à optimiser le fonctionnement global des équipes. Les crédits correspondants sont déjà inscrits au budget communal. Avez-vous des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Un seul vote pour, Gaëtan? Merci. Donc, le point numéro 5, éclairage public nocturne. François. Le plan de sobriété énergétique mis en œuvre par le gouvernement
pour faire face à la nécessité de la transition écologique et à la hausse annoncée du prix des énergies, a incité les acteurs publics à prendre un ensemble de mesures visant notamment la maîtrise de la consommation d'électricité. Ainsi, dans les bâtiments municipaux, une attention particulière est portée à l'extension des lumières et à la mise hors tension des appareils quand les locaux sont inoccupés, ainsi que le maintien de la température à 19 degrés quand cela est possible. La question de la coupure de l'éclairage public dans certains secteurs et à des horaires où la circulation des véhicules et des piétons est faible s'est posée au niveau national. Après avoir consulté les services compétents de la communauté urbaine afin d'assurer de la faisabilité technique de cette opération dans notre commune, et après avis de la commission urbanisme et environnement du 16 novembre 2022, le conseil municipal, en date du 7 décembre 2022, avait voté l'expérimentation de l'extinction de l'éclairage public toutes les nuits entre 1h et 5h du matin dans certaines zones de Vaux-sur-Seine. Les axes principaux de circulation, comme la RD 190, la RD 17 et la route du Moulin à Vent, n'étaient pas concernés par cette décision. Cependant, les raisons de sécurité et afin de garantir celles des usagers, il est impératif de rétablir un éclairage public nocturne sur les secteurs concernés par l'expérimentation. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le rétablissement de l'éclairage public nocturne sur tous les secteurs de la commune. Donc, bien, merci. Et y a-t-il des questions? Non. Eh bien, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. On y vote pour moi. Bien, le point numéro 6, c'est la participation de l'employeur à la mutuelle à compter du 1er janvier 2026. Actuellement, les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents dans le domaine de la santé lié à la maladie et à la maternité, mutuelle santé. Je précise que ce point-là aussi a été vu en CST. Cette participation devient obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Le décret du 20 avril 2022 définit que le montant ne peut être inférieur à 50% du montant de référence, fixé à 30 €, soit un montant plancher de 15 € par mois et par agent. Cette participation concerne l'ensemble des agents de la collectivité, titulaires, stagiaires, contractuels de droit public ou de droit privé. En application des articles 23-24 du décret du 8 novembre 2011, le montant de la participation peut être modulé dans un but d'intérêt social en prenant en compte le revenu des agents, par exemple en fonction de l'indice de rémunération ou selon la catégorie de l'agent, et le cas échéant, leur situation familiale. Toutefois, le montant de l'aide versée par la collectivité ne pourra excéder le montant de la cotisation payée par l'agent à l'organisme de mutuelle dont le contrat devra être labellisé. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les mutuelles, ce sont les mutuelles labellisées. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le montant de la participation de la collectivité et les critères de motivation pour le risque santé. Donc, nous avons proposé au CST donc 15 € de participation de la commune. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Une. Vous avez proposé 15 €, c'est-à-dire que la mairie va financer à 15 €, c'est ça? Oui. Donc ça sera 50%. Qui est le Financé à 50%. Expliquez. 15 €, ça correspond à 50% d'un montant de qui a été fixé par le décret comme étant un montant de référence de 30 €, qui est complètement déconnecté, malheureusement, pour les agents de la réalité de ce qu'ils payent leur mutuelle, puisque personne ne paye 30 € par mois de mutuelle, très peu de gens. Voilà, c'est juste 50% par rapport à ce montant de référence qui est défini dans le décret. Donc ça fait 15 € par mois et par an. Et du coup, pour ceux qui regardent le conseil municipal ce soir, on a une idée de combien coûte la mutuelle réellement?
pour les ça, agents. c'est chaque contrat de Oui, chaque chaque agent, contrat est- Ok. suivant, vous savez comment ça marche, suivant l'âge, vos Ouais. problèmes de santé, vos besoins en termes de, je sais pas, dentaire, enfin, ou pas. Ouais. Suivant la couverture de chaque agent, et le choix qu'il fait aussi dans ses couvertures. Sauf que la mairie, elle, c'est 15 € pour tout le Voilà. monde, c'est ça. C'est ça. C'est ça le sujet. Mm. C'est forfaitaire. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ferro, ok. Qui vote pour? Michel, Point le point numéro 7. 7. Alors, parking de la résidence intergénérationnelle, rétrocession des parcelles AN 423, 425 et AO 445 et leur classement dans le domaine public communal. La résidence intergénérationnelle réalisée par Nexity, sous gestion des Maisons Marianne, est en phase d'achèvement. Ce projet comprend 85 logements locatifs sociaux, dont 12 maisons individuelles, ainsi que 89 places de stationnement. Il inclut également l'aménagement d'un parking extérieur. La commune a exprimé auprès de Nexity son souhait d'acquérir ce parking auprès de l'euro symbolique. Alors je rajoute une information complémentaire, on a eu l'évaluation des domaines qui l'estimait à 110 000 € hors taxe. Ce parking est implanté sur 3 parcelles cadastrées en section AN 423, 425 et section AO 445. L'ensemble de ces parcelles représente une superficie totale de 5 700 m² et inclut également des espaces verts non dédiés au stationnement. Le parking est accessible depuis le boulevard Angibou via l'allée du quai à Plâtre. Il offre une capacité totale de 39 places de stationnement, dont 2 sont spécialement aménagées réservées aux personnes à mobilité réduite, PMR. Afin d'affecter ce parking à un usage public, il convient d'acquérir ces parcelles et de classer le parking dans le domaine public communal. Conformément à l'article L 141-3 du Code de la voirie routière, le classement dans le domaine public peut être prononcé sans enquête publique préalable lorsque ce classement n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie et qu'il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le classement des voies communales. L'acquisition de ce parking par la commune et son intégration dans le domaine public permettra d'augmenter le nombre de places de stationnement pour les riverains du boulevard Angibou et de renforcer l'offre de stationnement aux abords de la gare. Donc, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles cadastrées en section AN 423, 425 et section AO 445, 6 allées du quai à Plâtre et leur classement dans le domaine public communal et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document qui serait rendu nécessaire par l'application des dispositions de la présente délibération. Y a-t-il des questions? C'est un souhait, c'est-à-dire que c'est une demande que la mairie va faire auprès de Nexity. Alors c'est déjà Non, la demande est déjà faite et ça a été accordé par Nexity. Alors, c'est une négociation, je reprends Michel, c'est une négociation de longue haleine. On a démarré, si vous voulez, avant la construction de la maison intergénérationnelle, puisqu'on souhaitait aussi que les places de parking à l'intérieur de la maison intergénérationnelle soient à 1 € pour qu'elles soient toutes occupées par les locataires et pas à 10, 15 ou 20 €, hein, puisque ce sont des places en surface. Et dans le même esprit, on souhaitait aussi obtenir des places de parking à l'extérieur sur la parcelle qui à l'origine est à Nexity, hein, tout l'ensemble, puisqu'on avait supprimé aussi des places de parking sur le boulevard Angibou le long de la passerelle. Donc c'était une réflexion à long terme qu'on a menée depuis 2018-19. Puis sachant aussi que le parking de la gare est saturé aussi. Oui, donc, tout à fait. Oui. C'était un besoin important de pouvoir augmenter le stationnement aux abords de la gare. On a le souci des gens qui se garent mal, on a le souci des personnes qui se garent, qui sont dans les immeubles à côté, hein, avenue de la gare aussi, pas tout le monde, mais il y en a quelques-uns, donc c'est vrai qu'on est saturé au niveau des véhicules sur les parkings à l'heure actuelle, autour de la gare.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui. L'entretien des espaces verts de ce parking, qui c'est qui va le prendre en charge? Communal. La commune. Commune. Ouais. Et du coup, la commune va le prendre en charge à partir Du quand on printemps sera prochain. Oui, propriétaire. oui, Ouais. oui. Mais Maison Marianne fait quelque chose avant dessus ou pas? Parce que là, c'est dans un état. Non, là, ils sont en train de nettoyer. Alors, ils sont en train de travailler. Là. Ce soir, c'est ce qu'ils m'ont dit parce qu'on était aux Maisons Marianne avant de venir. Mais après, à partir du moment où on est propriétaire, c'est pas les Maisons Marianne. Oui, qui mais non, vont mais j'entends entretenir. bien, à partir du moment où on est propriétaire, ça ne sera pas nous. Oui. Mais jusqu'on va dire à la remise des clés, ils font quelque chose, eux, ou ce sera vraiment la ville qui va s'en charger à la remise des clés? Alors, nous, on parle que sur la partie parking public. Oui, oui, mais c'est sur Non, cette partie-là c'est- que je parle. C'est nous qui allons prendre en charge. Et ils font rien avant. Non. Ouais. Non. Non, parce qu'on est en hiver et tout, bon, à l'heure actuelle, il n'y a pas de... Mais on a prévu, nous on l'a prévu à partir de 2026. Hein. Parce que là, à partir du moment où la délibération est validée, si vous voulez, donc il faut qu'on nous passions chez le notaire et qu'on signe l'acquisition du terrain. Et une autre petite question qui n'a rien à voir avec ce dit parking, mais plutôt avec les places à 1 € en surface. Ils ont tous leur place de parking parce que samedi soir, c'était un parking à l'extérieur devant la résidence, dont une dépanneuse qui est stationnée et à chaque fois me fait peur, je crois qu'il va tomber sur la butte. Sur le trottoir, hein. Sur la butte, juste à l'entrée de la résidence, côté rue du Temple. Sur l'air. Ah, Sur côté l'air, rue- d'ailleurs, elle est en Ouais, train c'est- de creuser petit à petit parce qu'elle y est régulièrement. À côté rue du Temple. D'accord. Non, boulevard Angibou, quand on arrive de la rue du Temple. D'accord. Juste à l'entrée du portail, Mm. il y avait, je sais pas, peut-être une quinzaine de voitures de stationnées, dont cette dépanneuse. Et le parking était partiellement vide. Mhm. Alors bon, si des gens reçoivent à Ouais, l'intérieur, c'est pour les visiteurs. c'est les visiteurs. Ah non, mais pas c'est possible. tous les samedis. Ah bon? Ah, c'est tous les samedis, c'est plein comme ça. Je me suis fait la réflexion. Les loyers des parkings doivent être super chers pour pas qu'ils les prennent. Non, non. Et si vous me dites que c'est 1 €, c'est pas ça le problème. Non, 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 c'est pas ça le problème. Pas le côté parking, de l'autre côté. Oui, côté boulevard Angibou. C'est pour ça que j'ai bien dit que ça n'avait rien à voir avec ça. Oui. Donc, Mais le samedi. merci pour l'information. De toute manière, notre police municipale fait quelques soirées jusqu'à 22 h, dont des samedis. Je ne dirai pas quand. Donc, on va vérifier, quoi. On va les mettre sur l'affaire. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais. Non, mais c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui habite à l'intérieur. Ouais, ben voilà, c'est ça. Donc, qui a sa place de parking privé et qui a son véhicule entreprise qui est trop gros pour rentrer à l'intérieur. On a le même cas dans toutes les résidences où il y a un véhicule entreprise, il y a le véhicule perso, c'est toujours un peu compliqué. Comme tous les heureusement, tous les parkings ne sont pas utilisés parce qu'il y a des gens, malgré tout, dans les logements qui n'ont pas de véhicule. Donc, mais là, comme il y a des stop-parks, ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas mettre ce gars. Ok, mais enfin bon, c'est noté. Très bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc le point numéro 8, donc c'est le taux horaire vacataire. Donc l'article du premier du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de droit public définit les vacataires comme des agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. Le vacataire n'est pas un contractuel de droit public, mais une personne recrutée pour exercer un acte qui doit être déterminé, discontinu dans le temps et dont la rémunération est liée à cet acte. Ainsi, 3 conditions caractérisent cette notion: la spécificité dans l'exécution de l'acte, l'agent est engagé pour une mission précise pour un acte déterminé, la discontinuité dans le temps, les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel de la collectivité, le besoin pour lequel est recruté le vacataire ne doit pas correspondre à un emploi permanent. La rémunération est liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté. Cette rémunération est déterminée par délibération. La commune de Vaux-sur-Seine peut être amenée à faire appel à un vacataire, notamment pour les tâches administratives.
La rémunération de la vacation tenant compte de la qualification et de la nature des tâches à exécuter est proposée au taux horaire brut de 25 €. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi, enfin, comment on peut voter, parce que là, qu'est-ce qu'il va faire le vacataire? Parce qu'on parle d'un acte qui doit être déterminé, une mission précise, un besoin ponctuel, mais il n'y a rien qui est listé. Ben, ça peut être là en comptabilité là, à l'heure actuelle pour un budget par exemple, élaboration de budget. Ça peut être en RH ou des choses, sur des plans comme ça. Comme ça, quoi, il va papillonner dans les différents services. Non, il papillonne pas parce qu'il est... Mais c'est pas la même personne, en fait, s'il y a des besoins, je sais pas, par exemple, notre personne qui fait la paye tombe malade au moment où la paye doit sortir. On peut du coup faire appel à quelqu'un ponctuellement juste pour faire la paye. D'accord. En dépannage. Quoi. Ou si vous tombez malade, par exemple, il vient faire Ça va pas être facile là. C'est pour ça que je posais la question. Là, c'est peut-être. Mais bon, tâches particulières. Il est quand même à 25 € de l'heure, quoi. C'est quand même 2 fois le SMIC. Ouais. Oui, mais du coup, c'est sur des tâches en général un peu qualifiées. Oui, ça je pensais à vous, malade. Parce que des tâches, on va dire, courantes, on a suffisamment de polyvalence. Ça suffirait pas. Pour pouvoir les assumer en interne. Il y a quand même de la polyvalence. Là, c'est pour des tâches quand même un peu spécifiques. J'ai bien compris. Technicité, c'est ce qui manque dans le technicité particulière, c'est ce qui est pas dans le descriptif. Et donc là, il n'y a pas de... Ça commence quand, ça finit quand? C'est en cas de besoin. Au fait de besoin. Pour qu'on puisse payer la personne qui est en cas de besoin. D'accord. Parce que sinon, si on a un besoin, on ne peut pas payer. Quoi. Oui, je un peu de comprends bien. problème. Ok, c'est toujours pas clair, mais ça va. C'est ma réponse. Non, t'as dit que Oui. Non, mais c'est sûr, vraiment, c'est pas, on va pas prendre quelqu'un comme ça pour faire des tâches ménagères. Je veux dire, il faut aussi le côté relatif. Hein. Non, d'ailleurs, c'est marqué tâches administratives. Oui, tâches administratives. Hein. Oui, on peut le préciser. Non, mais moi, comme je viens du secteur privé, et c'est vrai que c'est pas le genre de poste qu'on a. Voilà. On prend quelqu'un comme ça, et voilà. L'intérim, c'est l'intérim. L'intérim, c'est pour des missions précises. Et là, c'est quoi? Là, c'est juste pour pouvoir rémunérer une personne en cas de besoin. Oui, je comprends, oui, juste le taux. C'est la même chose que l'intérim, quoi, si vous, dans le privé. l'intérim interne. Y a-t-il d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? 2 abstentions? Merci. Donc le point numéro 9, régime indemnitaire forfaitaire complémentaire pour les élections. Donc lors des élections présidentielles, législatives, régionales, départementales, municipales, a priori ce seront les prochaines, européennes, et les consultations par voie de référendum, certains agents municipaux sont amenés à effectuer des heures supplémentaires, tenue de bureau de vote, montage et démontage du matériel, organisation et logistique des scrutins. Ces travaux supplémentaires effectués par les agents lors de ces consultations électorales peuvent être compensés de 3 manières différentes. Soit en récupérant le temps de travail effectué, soit par le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, IHTS. Les acronymes sont très forts chez la fonction publique, c'est incroyable. Soit pour les autres, par la perception de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, IFCE. Les agents titulaires et contractuels relevant de la catégorie A ne peuvent bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et ne peuvent percevoir que l'IFCE pour leur participation aux scrutins électoraux. L'IFCE est alloué dans la double limite. Pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, européennes et les consultations par voie de référendum, le montant d'indemnité forfaitaire complémentaire, d'un crédit global. J'ai quelque chose que je suis pas. Il manque quelque chose. Hein.
pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est constitué. Est alloué, en fait, c'est plus haut, est alloué dans la double limite. Dans le premier cas, la double limite, c'est ces 2 points-là. Et dans le deuxième cas, la double limite, D'accord. les élections, D'accord. c'est peut-être un peu mal dit, mais... Ouais, c'est pas très clair. D'un crédit global enveloppe obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuels de deuxième catégorie auquel est appliqué un coefficient fixé entre 0 et 8 adopté par délibération du conseil municipal par le nombre de bénéficiaires relevant d'un grade d'attaché territorial. D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires de deuxième catégorie affectée du coefficient retenu par délibération du conseil municipal. Pour les élections autres que présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales et européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection d'un crédit global enveloppe obtenu en multipliant le 36e de la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires annuels de deuxième catégorie auquel est appliqué un coefficient fixé entre 0 et 8 adopté par délibération du conseil municipal par le nombre de bénéficiaires relevant du grade d'attaché territorial. D'une somme individuelle au plus égale au 12e de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires de deuxième catégorie affectée du coefficient retenu par la délibération du conseil municipal, l'indemnité calculée dans les conditions énoncées ci-dessus sera attribuée par l'autorité territoriale en fonction du travail réellement effectué à l'occasion des élections. Les agents contractuels de droit public, de même niveau exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires bénéficiaires pourront recevoir cette indemnité. Très bien. Bon, c'est clair pour tout le monde? C'est pas très... Ben, c'est un peu invitable comme calcul, mais c'est comme ça que c'est rédigé dans les textes. Ok. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, là, le point numéro 10, admission en non-valeur, Patrice. Admission en non-valeur de danse irrécouvable. Dans un souci de sincérité et de cohérence budgétaire et financière, il est nécessaire de retirer régulièrement les restes à recouvrer qui sont des recettes qui, pour des motifs divers, surendettement, liquidation judiciaire, poursuite infructueuse, faiblesse des montants, etc., sont devenus irrécouvrables et donc nuls d'un point de vue comptable. Vu la demande du 8 décembre 2025 du service de gestion comptable du bureau relative à l'admission en non-valeur de titres émis entre 2010 et 2023 à l'attention de familles pour la participation à la restauration scolaire, dont les divers processus de recouvrement sont restés infructueux pour un montant de 974,41 €. Il est proposé au conseil municipal d'en mettre en non-valeur sur le budget communal au compte 6541 créant sa mise en non-valeur la somme ci-dessus indiquée. Bien, merci Patrice. Y a-t-il des questions? Oui, c'est que des 974, c'est que des dettes de restauration. En grande partie. En grande partie, oui. Alors, ces gens, souvent, ne sont même plus sur la commune. Hein, donc, voilà, parce qu'entre 2010 et 2023, et les dernières demandes que l'on reçoit d'admission en non-valeur, on ne les valide pas obligatoirement. Parce qu'on retourne à la source pour essayer de récupérer l'argent. Mais c'est vrai qu'en 2010, là, on a des... Voilà. Non, mais voilà, exactement. Oui. On a des admissions en non-valeur qu'on ne peut plus récupérer et les gens, on ne sait même plus où ils sont. C'est pour ça. Et quand on voit
bon, c'est toujours trop, hein, mais 974,41 € pour une commune de 5000 habitants, c'est pas délirant, quoi. Sur 13 ans, en plus. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Nous allons passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Et qui vote pour? Merci. Je précise aussi que pour avoir un chiffre qui soit assez bas en non-valeur, comme ça, de 974,41 €, sur la cantine scolaire, il y a un travail important qui est fait par les services et par Hélène. Oui. Par Julie et Hélène pour justement éviter qu'on ait des sommes importantes en recouvrement. Jean-Marie va nous présenter le plan communal de sauvegarde. Alors là, on ne vote pas, hein. C'est une présentation. Donc le PCS, c'est le plan communal de sauvegarde. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un document qui, en fonction des risques connus, détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit leur mise en œuvre. Donc en gros, c'est la conduite à tenir face à un événement majeur. L'objectif est de protéger la population face aux crises. Le PCS, il est obligatoire sur les communes qui sont concernées par un PPRN, c'est un plan de prévention des risques naturels, par un PPRI aussi, un plan de prévention des risques inondations. Après, il y a d'autres, les communes qui ont sur leur périmètre une entreprise Céveso, les communes qui ont des risques sismiques, et puis il y a d'autres cas où le PCS est obligatoire. Donc le PCS s'articule en 4 parties. La première partie, c'est une, on peut mettre la page 6, c'est une présentation géographique de la commune, hein, présentation succincte géographique de la commune. La deuxième partie, c'est une identification des risques de la commune. Alors, on liste les aléas. On peut se mettre en page 7. On a un peu plus c'est pas la page 7 là. Le problème, c'est que la mise en page fait que je peux pas, il faut que je sois à gauche, à droite, en haut, en bas, je peux pas avoir une page. Revenez en arrière. Page 6. Là on est à la voilà, page 7. Là on est à la page 10 ou je sais plus combien là. Revenez. Voilà. On est 11. Voilà, redescendez. Voilà, ici là, c'est bon, à droite c'est bon, voilà. On a des risques, donc des risques majeurs, des risques naturels, il y a des risques majeurs. Donc pour nous, ce sont les inondations, puisqu'on est concerné par un plan de prévention des risques inondations. Alors c'est un plan de prévention des risques inondations qui ne couvre pas uniquement la commune de Vaux-sur-Seine, puisque c'est la vallée de Seine, hein, donc qui couvre 57 communes. On est concerné également par les risques d'effondrement des cavités souterraines. Donc là, il y a un PPRN, un plan de prévention des risques naturels. Alors, c'est pareil, ce plan de prévention des risques naturels ne concerne pas uniquement la commune de Vaux-sur-Seine, mais la vallée de l'Autil, pas la vallée de l'Autil, les coteaux de l'Autil, voilà, la forêt de l'Autil. Ensuite, sur Vaux-sur-Seine, on a également des risques de retrait, gonflement des argiles. En cas de sécheresse, eh bien comment dirais-je, la terre se rétracte, et en cas d'inondation, enfin de forte pluie, puisque c'est surtout la partie haute de Vaud qui est concernée, en cas de forte pluie, c'est le phénomène inverse, hein, la terre va gonfler et ça va entraîner des fissures sur les maisons, par exemple. Ça peut entraîner des décollements, les joints entre le garage qui est accolé à la maison ou une terrasse qui est accolée à la maison, ça peut entraîner des décollements. Ça, c'est pour la première partie. Bon, après, on a les risques communs, je dirais, hein, tempête, grand froid, etc., etc. Des risques technologiques. Donc là, c'est la page 15. Donc, c'est le transport de matières dangereuses. Donc, nous, on a la voie ferrée qui passe, hein, le chemin de fer. Hein, donc, on peut avoir
un accident avec un transport de fret. On peut avoir un accident après de personnes également, hein, sur cette voie. On peut avoir un accident fluvial aussi, hein. Bon, mais dans ce cas-là, je pense que ça ne sera pas le PCS qui sera déclenché, ça sera un PCS au niveau départemental qui sera déclenché. Puisqu'on va s'il y a, je sais pas moi, des produits toxiques qui partent d'une péniche, elles vont pas rester sur la partie de la Seine qui concerne Vaux-sur-Seine, mais elles vont aller au-delà. On a également une canalisation de matières dangereuses qui part d'évêquements, qui ramène du gaz naturel jusqu'à Vaud. Donc après, on a listé l'état des catastrophes naturelles qui ont touché la commune sur plus de 20 ans, hein, même 30 ans. La troisième partie... Non, après on identifie tous les établissements qui reçoivent du public. Donc là, on a enlevé les numéros de téléphone, hein, mais bon, il y a tous les numéros de téléphone, les personnes concernées, les directeurs des écoles, etc., hein, l'orangerie, le château, les écoles maternelles, la maison médicale, le pavillon d'Artois, la faculté de théologie, l'hôtel de la gare, la maison de retraite, évidemment, les crèches, le centre de loisirs. On a également noté toutes les grandes manifestations et le lieu où elles ont lieu et à quelle période. Ensuite, on y trouve les populations nécessitant une attention particulière. Donc à ce jour, on a personne qui s'est manifesté parce qu'on ne peut pas inscrire sur ce document d'office le nom des personnes qui ont un problème. Il faut que ce soit les personnes qui se manifestent et qui demandent à être inscrites sur ce document. La troisième partie, c'est la réponse communale, hein, donc c'est page 22, avec la création la mise en place plutôt d'une cellule de crise, hein, donc avec le maire qui est le directeur des opérations de secours, la coordination des moyens avec le responsable des actions communales, un responsable alerte, un responsable soutien, un responsable logistique. L'implantation de cette cellule de crise, qui serait l'espace Marcel Cuche, enfin qui sera l'espace Marcel Cuche, et les missions de cette cellule de crise. On a défini les missions de cette cellule de crise. Après, des éléments sur l'organisation de l'alerte également. Et une dernière partie qui recense les moyens humains et matériels. Donc on a déjà tout le matériel qui appartient au service technique. Et on a les moyens humains, donc les médecins, les infirmières, avec leurs coordonnées pour pouvoir les joindre rapidement en cas de problème. Et puis après des annexes avec un annuaire de crise avec les numéros de téléphone de la préfecture, les astreintes H24, hein, je dirais. Le commissariat du Mureau, les maires aux alentours, les opérateurs, électricité, gaz, les numéros de téléphone à joindre en cas de souci. Et puis après, on termine par des fiches de mission pour chaque poste. On a vu le poste directeur des opérations de secours, une fiche de mission, le responsable des actions communales, une fiche de mission, pareil pour la partie secrétariat, pour la partie soutien aux populations, soutien responsable alerte de la population, responsable logistique, fiche secrétariat. Et puis après des deux arrêtés, un arrêté d'interdiction de circuler sur la voie communale, un arrêté de réquisition. Un modèle, parce qu'on est obligé de tenir une main courante, hein, s'il y a une cellule de crise qui est mise en place, obligé de tenir une main courante, donc on a un modèle de main courante. Et on doit également marquer dans le PCS tous les exercices qui ont été effectués. Je crois qu'il faut un exercice par an à peu près. C'est un document qu'il faut réviser tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, il doit faire l'objet d'un arrêté. Et le PCS doit être envoyé à la préfecture. En revanche, pour les mises à jour, elles sont faites uniquement sur le PCS sans avertir la préfecture. Voilà ce que je peux vous dire vous avez tout vu, hein, sur le PCS. Merci Jean-Marie. Combien de temps pour...
je ne vais pas dire le temps. Bon, il y a Elisabeth qui a participé. Oui, non, bien sûr, avec Elisabeth, qui a travaillé avec moi. Et puis j'en profite également pour remercier Maxime pour le travail qu'il a fait, parce que finalement la plaquette, quand on la voit, elle est très lisible. Donc c'est vraiment, voilà, je le remercie aussi. Pardon ? On est reparti à zéro. Non, ça a été créé. On a créé. C'est une création. Donc, non, mais merci à vous tous, Jean-Marie, Elisabeth, Maxime, pour le travail effectué. C'est Thomas aussi. Et Thomas aussi, alors. Donc, enfin, c'était un gros travail quand même. Ah oui, bien sûr. Surtout quand on m'a demandé de le faire, je ne sais même pas de quoi il s'agissait. J'avais entendu parler de PCS. Mais je pense que j'ai une bonne idée ce jour-là. Ok, donc on peut aussi se faire aider par la communauté urbaine qui a... Alors moi j'ai contacté la personne qui réalise le PCS au niveau de la communauté urbaine. Oui. Donc qui est la même chose, qui est un plan intercommunal de sauvegarde. On a commencé par travailler avec le maire de Mézy, un adjoint d'Évêquemont, un adjoint de Gaillon, la maire et l'adjoint de Gaillon, un adjoint de Tessancourt. On a commencé à travailler ensemble. On a fait une première réunion avec la police municipale de Meulan, le responsable qui nous a expliqué ce qu'il avait fait. Enfin, c'est très complexe, hein, parce qu'il avait fait un travail monstre. J'ai dit jamais j'y arriverai. Et si. Et puis après, bon, on a eu un adjoint d'Ardouilcourt, qui est pompier d'ailleurs, oui, qui nous a dit également comment il fallait procéder. Oui. Fabrice Pourchet. Oui, c'est ça. Ouais, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est lui. Et puis, bon, finalement, on s'est aidé aussi avec les documents que nous a envoyé la préfecture, avec un canevas pour savoir ce qu'il fallait faire et dans quel ordre il fallait le faire. Je peux dire, voilà, il y a ça aussi. Donc, on s'est appuyé là-dessus. Alors, c'est bien, puisqu'on peut avoir aussi un soutien de l'État, quand même assez... Un soutien de l'État aussi. Oui, parce qu'on a eu, on a eu un document de base, je dirais, pour travailler dessus. Donc, nous ne sommes pas seuls. Bien, merci pour ce travail, donc pour tous les intervenants. Je ne voudrais pas oublier Thomas. Ok. Donc, l'ordre du jour est terminé. Oui. Dans la continuité, par exemple. L'explication du PCS. Donc il y a encore un peu de boulot. Un peu de travail, ok. Bien, merci. Donc l'ordre du jour est terminé. Pardon, excusez-moi, monsieur le maire. J'avais une question. On avait demandé, il me semble, le contrat de Free et SFR 2024, pour information. Le contrat de Free et SFR sur les antennes. Pas au courant. Non, mais il faut faire un mail, il faut faire un courrier. Oui. Oui, ah oui, vous ne l'avez pas demandé. Je ne sais pas. Non, on n'a pas, on n'a pas eu. On va le demander, voilà. Non, on n'a pas eu. Vous avertir. Bien, donc c'était la dernière séance du conseil municipal de ce mandat, donc 2020-2026, sauf, comme je disais en ouverture, événement extraordinaire où on serait obligé de faire un conseil municipal avant le mois de mars. Sinon, eh bien, le prochain conseil municipal aura lieu après les élections municipales. Merci à tous, merci pour votre participation sur ces 6 années. Donc, et bon courage pour la suite. Ouais, toujours. Non, mais bon, c'est vrai que même si quelquefois on a des moments un peu difficiles relationnellement, donc chacun s'exprime et chacun voilà, fait son job. Sur ce, donc je vais vous... Stéphane, t'en es où là?
D'accord. Du coup, bien, en attendant, donc mars 2026, bonne fête de fin d'année et profitez bien de Noël et du jour de l'an.